terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes États, la France dans tous ses États, l'Europe dans tous ses États, depuis hier quand même. Ne parlons pas de tremblement de terre, ne parlons pas de séisme, ne parlons pas de tsunami, n'exagérons rien, mais quand même, je vais vous montrer deux cartes. Ça, ce sont pour les gens qui sont sur YouTube, et pour la radio, on expliquera. Élection européenne 2024 en France, sur les communes. Le Rassemblement national est en tête dans 94% des communes de France et de Navarre. Et sur les métropoles, c'est Glucksmann, sauf Marseille et Nice, c'est le Rassemblement national. C'est quand même assez parlant. Et en fait, regardez, je montre ça pour l'image. Et encore mieux, en bleu, ce sont les départements. Quelle liste est arrivée en tête dans votre département? Alors regardez bien, bleu, monochrome, pratiquement une toile de Tinguely, je ne sais pas, ou une toile Yves Klein, sauf Paris, sauf la région parisienne. La région parisienne, alors d'un côté, il y a la France insoumise, et d'un autre côté, il y a Valérie Hayé, et un tout petit peu de Bardella à Paris, intramuros. Alors là, c'est Glucksmann, c'est Hayé, et ensuite, c'est LFI, la France insoumise. Intéressant. À part ça, effectivement, nous ne sommes pas clivés, nous ne sommes pas divisés, nous n'avons pas de problème, il n'y a pas de face à face, il n'y a pas de... Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, Jérôme Sainte-Marie, moi je voudrais qu'avant qu'on fasse, alors c'est très intéressant parce que depuis hier j'entends que il va se passer ça, il a 10 sous pour ça, il va y avoir, mais les RN ne pourront pas tenir. On fait de la cuisine électorale, de la petite soupe électorale. Mais est-ce qu'on peut pas prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé est quand même très intéressant. Oui, je crois qu'on est en fait au bout d'une crise politique qui se déroule en France depuis juin 2022, depuis le second tour des législatives, depuis l'arrivée de près d'une centaine de députés du Rassemblement national, depuis l'absence de majorité pour le parti gouvernemental à l'Assemblée nationale. Les institutions sont déréglées en fait, et Emmanuel Macron continue à faire des réformes. Récemment, la réforme de l'allocation chômage, la réforme des retraites qui a mis des millions de gens dans la rue, et il gouverne comme s'il était encore majoritaire. Et tout cela. Et ça, les Français l'ont très mal supporté et l'ont sanctionné. Je voudrais d'ailleurs souligner que ce n'est pas le Rassemblement national qui a nationalisé le scrutin. Au départ, c'était plutôt une stratégie de faire des élections européennes un référendum sur l'immigration et sur des sujets qui étaient à la fois français et européens. S'il vous plaît. Mais on a eu la surprise, et pour le Rassemblement national, leur surprise de voir le Premier ministre et le Président de la République tenir à tout prix à s'inviter dans la campagne, sans se rendre compte d'un effet d'aveuglement assez incroyable, que les Français les rejetaient profondément, et ils ont motivé, comme le disait Marine Le Pen juste avant l'élection d'ailleurs, ces interventions ont motivé les Français pour voter contre eux. Oui, mais alors, Jérôme Sainte-Marie, est-ce que ça ne date pas de plus loin? Moi, je suis très frappé, on se balade beaucoup, en tout cas les week-ends, je me balade beaucoup en France, quand je ne suis plus sur Sud Radio, et je suis très frappé par trois choses quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette accumulation? Parce que il y a eu quand même si ce n'était pas le but du Rassemblement national, il y a eu un référendum anti-Macron. En tout cas, ça a été ressenti comme ça par la population. Est-ce que le fait qu'il y ait eu, encore une fois, cette espèce de culture de la peur, du management de la peur, rappelez-vous, Covid, réchauffement climatique, guerre Russie-Ukraine, etc., cette espèce de montée des clivages de partout, et qui a fait que, au fond, beaucoup de gens qui peut-être n'auraient pas voté Rassemblement national, ils ont dit non, il faut absolument voter contre Macron, et pour eux, le vote utile, c'est à tort, à raison, c'est le Rassemblement national. Oui, il y a également le fait que les Français sont totalement affolés par l'état du pays. En réalité, nous sommes en crise, nous sommes mis en échec. Et je dis nous pour pas uniquement accabler le gouvernement actuel sur tous les sujets. Regardez l'envol de la dette publique.
c'est affolant pour essayer les retraités se mettre à voter à Rassemblement National, c'est que jusqu'à présent ils se disaient ils ont peut-être sur l'immigration des choses à nous dire, mais en économie c'est pas terrible. Ils étaient macronistes d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils voient bien qu'Emmanuel Macron, on se demande comment on pourrait faire pire quand on voit l'envolée, encore une fois, de la dette, l'état des finances publiques. Vous avez en matière d'éducation, les gens se rendent bien compte que les diplômes n'ont plus la même valeur, que tout ça s'effondre. L'immigration, je n'en parle pas. La production, la défense de l'industrie française, c'est terrible. Au niveau international, on a été rejeté de nos positions africaines, etc. Enfin, quel que soit, si vous voulez, c'est tout azimut, quel que soit l'angle que vous regardez, eh bien, vous vous rendez compte que le pays est mis en échec. Et en même temps, on a un Emmanuel Macron qui est incorrigible, qui d'ailleurs nomme Monsieur Attal. Rappelez-vous, on oublie vite en politique. Il y a quelques mois, on nous disait que Monsieur Attal était l'arme fatale anti-Bardella. On a vu ce qu'il en a été, et avec M. Attal, on avait la quintessence de ce que j'appelle moi le bloc élitaire, et dont les Français ne peuvent plus, parce que les Français, on n'est pas contre les élites en France, mais on veut que les élites soient efficaces. Quand elles échouent, ça rend nerveux. Il faut des élites, mais des élites qui soient compétentes. D'ailleurs, je rappelle votre livre Bloc contre bloc, et que nous avions effectivement analysé ici même. Et je voudrais rappeler quand même, il y a des choses formidables. Vous rappelez qu'il s'est entretenu avec les journalistes, la journaliste de France 2 et les journalistes de TF1 juste avant les élections. Et on a entendu ceci. À propos de... Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement National. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. Alors c'est formidable, ça, écoutez bien, parce que ça dure très peu. Vous n'allez pas faire baisser le Rassemblement National. On n'aura pas, il voulait dire, on n'aura pas le Front National. Il dit, mais c'est ce que je suis en train de faire. On a vu le succès très intéressant. Et alors après, donc, il y a les résultats, et il annonce la dissolution. Voici comment. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Alors là, c'est très intéressant parce que, effectivement, je me rappelle d'un Mitterrand disant « il faut donner du temps au temps ». Et là, attention, le 30 juin, nous sommes aujourd'hui le 10 juin, et voilà, vous avez 20 jours pour vous décider, et ne parlons pas des problèmes constitutionnels ou de loi, mais je voudrais juste, Jérôme Sainte-Marie, vous faire entendre certaines réactions qui ont eu lieu juste après l'annonce de la dissolution. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. A obtempéré aux exigences de Jordan Bardella. C'est en fait le Rassemblement National qui fixe désormais le tempo de la vie politique française. Rien ne l'y obligeait. C'est un jeu extrêmement dangereux avec la démocratie et les institutions. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Le président de la République l'a dit. Pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble. Vive la droite qui ne baisse pas les yeux, vive Reconquête, vive la France fière, vive la France! C'est une trahison aussi parce qu'on le sait bien, on le voit bien, l'extrême droite a gagné des parts dans l'opinion publique. Et voilà, vous avez entendu, vous avez retenu Manon Aubry, évidemment, d'abord Marine Le Pen, puis Marion Maréchal, puis tous les autres qui discutaient. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a eu deux choses qu'il faut remarquer. C'était le silence d'Éric Zemmour qui n'a jamais applaudi pendant tout le discours de Marion Maréchal. On sent que là, il y a quand même de l'eau dans le gaz, si on peut se permettre. Et puis, quand même, ce qui est intéressant, c'est que il dit « je dissous » et ça nous rappelle, Jérôme Sainte-Marie, d'autres dissolutions, notamment celle de De Gaulle le 30 mai 68. Je dissous l'Assemblée et on connaît la suite, la dissolution de Chirac, etc., ordonnée par Chirac. Il avait déjà la majorité, lui, et puis il est revenu avec Lionel Jospin et la cohabitation. Au fond, est-ce que on peut dire que c'est une conduite
de Macron. Alors on dit oui, il est erratique, il fait n'importe quoi pour ceux qui ne l'aiment pas. Pour les autres, non, c'est un plan mûrement réfléchi. Il va mettre le Rassemblement national en difficulté, etc. Mais auparavant, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. La France aujourd'hui, telle que vous la voyez à travers les résultats de ces élections européennes qui, soyons clairs, ont été pour les Français des élections françaises. En tout cas, c'est évident. Ils ne pensaient pas à l'Europe, ils pensaient à leur pays. Absolument. Ça a été la même chose en Belgique, en Autriche, etc. C'est toujours comme ça, plus ou moins d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. Alors pour la France, ça traduit quoi, à votre avis ? Alors surtout, je voudrais d'abord répondre sur Emmanuel Macron. Oui. On a souvent tendance à psychologiser les comportements politiques, et puis comme une majorité des Français n'aiment pas trop Emmanuel Macron, à dire voilà, il est puéril, il est narcissique, il est ceci, il est cela. Je crois que c'est pas tout à fait vrai, et c'est même pas vrai du tout, et il faut voir la rationalité de son comportement. Depuis le départ, depuis qu'il a été déclaré sa candidature en 2016, il a toujours fait de l'opposition au Front National puis au Rassemblement National le sésame en quelque sorte de sa réussite. Le socle. Oui, le socle, le ressort profond. Il se sait avec son programme assez minoritaire dans le pays, mais au second tour, il a été élu triomphalement en 2017 et très largement, 58%, en 2022. Et à chaque fois, en quelque sorte, par un vote qui est un vote de peur, en fait, plus ou moins manipulé, plus ou moins fantasmé, on convainc les gens. Et là, toutes sortes de pouvoirs non politiques, je pense notamment à des pouvoirs médiatiques, à des pouvoirs, etc., qui sont là pour syndicaux, qui sont là pour effrayer la population, et ils servent de rabatteurs, en quelque sorte, de serre-fil pour le macronisme. Et ça a une certaine efficacité. Ce que le piège dans lequel vient de tomber Emmanuel Macron, c'est que c'est de moins en moins efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est impliqué dans la campagne, c'est pour transformer ça en tête-à-tête entre le Rassemblement national et lui-même, persuadé que ça suffisait à provoquer un sursaut de l'opinion contre le Rassemblement national, et donc il pensait que ça allait drainer des voix vers la liste Hayé. C'est pour ça qu'il fait cela. Il y a un calcul là-dessus. Ce dont il n'a pas, lui et son entourage, suffisamment pris conscience, c'est qu'au fil des ans, ce ressort s'est totalement distendu au point d'être absolument inefficace. Cette campagne incessante de l'exécutif pour effrayer les gens contre la liste Bardella et les pousser à voter pour Hayé n'a pas eu peu de succès. Elle n'a eu aucun succès. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la ficelle est vraiment trop apparente, le ressort est distendu, et ce qui n'a pas marché lors des européennes ne marchera très probablement pas lors des législatives. C'est bien ça le problème, et c'est là où, à mon avis, il essaye de rattraper une erreur par une erreur encore plus grande, c'est qu'avec cette dissolution, il mise tout sur la grande peur de l'opinion face à l'accession au pouvoir, cette fois-ci bien concrètement, du Rassemblement national. Je suis persuadé que ça ne marchera pas. Mais le Rassemblement national va être présent dans la plupart des... Ce qui n'était pas le cas. Il était présent que dans 200 circonscriptions au second tour, 202 je crois. Là, aujourd'hui... Il y a 5 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, ça, le temps passe vite en politique, et donc, et là, aujourd'hui, ils vont être présents très probablement, c'est les chiffres que vous avez donnés, les cartes que vous avez montrées, et donc, ils vont être présents dans la plupart des circonscriptions face à des oppositions qui sont irréductibles entre elles. Ça va être très difficile de faire voter les macronistes pour un candidat issu de la NUPES, ou inversement, des insoumis pour un candidat issu de la Macronie, et ainsi de suite. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je pense que le calcul est, parce que c'est une vieille matrice, c'est un vieux logiciel, ce calcul s'est révélé totalement erroné et le sera encore dans 3 semaines. Alors justement, parlons de ce logiciel, surtout de la grande peur de l'extrême droite. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous ces gens-là, n'ont pas vu que, on peut discuter ce qui est vraiment l'extrême droite ou pas, mais enfin, ils ne parlent que de l'extrême droite, alors que les Français sont très préoccupés. On n'en a pas parlé jusqu'ici, on en parle. Mais il n'y avait pas que le Covid, la guerre Russie-Ukraine, le réchauffement climatique. Il y a l'insécurité, il y a effectivement l'insécurité d'ailleurs sociale, l'insécurité économique, l'insécurité aussi par rapport à la violence, etc., la violence quotidienne. On en parle tous les jours ici au QTF et compagnie. Comment il se fait que cette partie-là d'opinion, enfin que les appareils ont absolument négligé ça, en disant oui, on va arranger ça, c'est inadmissible, etc. À part quelques-uns, ils sont restés sourds et muets là-dessus. Oh, ça a été pire que ça. On a quand même annoncé la répartition autoritaire des migrants à travers les campagnes françaises et ce genre de choses. Donc, parce que jusqu'à présent, les Français ont finalement
pour différentes raisons, mais on laissait faire en quelque sorte. Et je crois que comme on a affaire à des gens qui vivent dans un milieu social très cantonné, moi-même je suis issu de Sciences Po Paris, je vois à peu près de quoi on parle, c'est des gens qui sont habitués à avoir un certain complexe de supériorité par rapport à l'opinion, à penser que finalement tous les problèmes viennent, comme ils disent, ce qui est assez odieux en démocratie, d'un manque de pédagogie, et qu'on peut convaincre par la communication ou par la répression d'ailleurs parfois les Français d'à peu près tout. C'est visiblement quelque chose qu'ils ont sous-estimé, je crois. Ce peuple ne comprend rien à rien. Voilà, ils ont sous-estimé le peuple français. Vous savez, c'est la grande matrice des partisans du oui aux différents référendums. À chaque fois, bon, il y a d'excellentes raisons de voter oui, hein, mais il y avait aussi d'excellentes raisons de voter non. Mais c'est vrai que c'est des gens qui, par une espèce de surplomb social et éducatif, considèrent que les Français sont des gens à éclairer et sinon à contraindre. Alors on va en parler après une petite pause tout de suite et on va continuer à en parler avec vous. Et puis avec Jérôme Sainte-Marie qui est avec nous et avec vous 0826 300 300 pour réagir ou pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Manu Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas pour qui sonne le glas, mais hier, en tout cas, les réactions, vous en donnez quelques-unes, étaient tout à fait remarquables. Et évidemment, on ne pouvait pas manquer celle de Sandrine Rousseau. Je vais le dire tranquillement, mais moi, je ne veux pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous n'accédiez pas au pouvoir. Ne vous répondez pas à ma question. Non, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous n'accédiez jamais au pouvoir. Voilà. Et donc, je ferai l'alliance de la gauche. Oui, je ferai l'alliance de la gauche avec nos différences. Et ça n'est pas simple. Et nous avons raté cette marche. Nous avons raté cette marche aux européennes. Et je ferai tout pour que les candidatures de gauche ressemblent absolument à tout ce que nous portons, gauche et écologie. Et contrairement à ce que dit Monsieur Geoffrin, moi je pense qu'il nous faut une radicalité dans un espoir de projet de société qui change véritablement la vie des gens. Voilà, radicalité, elle était face à notamment Sébastien Chenu du Rassemblement National, et radicalité, etc. Bon, au fond, les clivages qui existent depuis des années, là, ils sont apparus dans leur pureté chimique. Jérôme Sainte-Marie, je trouve que il y a quelque chose de très intéressant. D'abord, géographiquement, on l'a montré, hein, les départements, les communes, Paris, etc. Il y a vraiment tout ça. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est apparu encore une fois, dans sa splendeur. Mais en même temps, alors, vous croyez, on va retrouver non pas peut-être le Front républicain, mais Alliance de la gauche contre le Rassemblement national, et du côté de la droite, est-ce qu'on va rejouer une tragicomédie que nous avons vu déjà s'exercer, peut-être dans des circonstances moins aiguës, mais quand même. Ça va être tenté, ça l'est déjà, mais ça va être extraordinairement difficile. Si vous voulez, Emmanuel Macron n'a pris pas tellement de précautions à l'égard des syndicats ou de la gauche. Vous avez une certaine... Sandrine Rousseau n'a pas entièrement tort quand elle dit que la radicalité peut être payante électoralement. C'est sûr. Donc, elle l'a été pour la France insoumise. Vous avez d'ailleurs la liste de Manon Aubry a fait à peu près 10%. C'était pas écrit. Tout à fait. Vous avez effectivement un pays qui est très en colère, qui est très inquiet. Ça s'exprime de manière très différente. Mais et puis au milieu, vous avez une France qui va bien, en tout cas qui considère qu'il faut continuer à peu près pareil. Ces gens-là ne peuvent pas s'entendre. Encore une fois, c'est pas une question c'est pas rien. Et les arguments, alors là, on est dans des élections européennes, qu'un corps électoral un peu particulier. Il faut bien comprendre que il y a à peu près un inscrit sur 2 qui vote aux européennes, alors que c'est 3 inscrits sur 4 qui votent à la présidentielle. C'est pas la même chose. Et combien aux législatives ? Les législatives, jusqu'à présent, on voté beaucoup, mais les dernières législatives, on a voté très peu, à peu près. On a même moins voté, je crois, qu'aux européennes. Donc, on verra bien, justement. Sauf que là, ces législatives, on va beaucoup voter. Parce que c'est pas des législatives qui suivent une présidentielle. Là, c'est vraiment, il y a une question énorme. Pour la première fois depuis longtemps. Donc voilà. Non, ce que je ne vois pas, je pense que la gauche qui était unie il n'y a pas si longtemps autour de la NUPES, ça a été un accord formidablement efficace électoralement. La gauche peut, à mon avis, réussir à peu près à s'accorder.
Au fond, vous savez, quand il y avait l'union de la gauche, à l'époque de François Mitterrand, c'était quand même le Parti communiste fidèle à Moscou qui était allié à un Parti socialiste profondément atlantiste, en pleine guerre froide. Et pourtant, ils se sont alliés. Là, ils y arriveront. L'intérêt électoral l'emporte toujours sur tout le reste à ce niveau-là. Mais le problème, ça va être au second tour. Hein. J'insiste, au second tour, comment font comment est-ce qu'on fait voter tous les gens qui n'ont pas voté Rassemblement National contre le Rassemblement National? Aujourd'hui, vous avez un effet de masse qui est énorme. Le Rassemblement National plus, disons, Reconquête, qui est une forme de scission en quelque sorte, eh bien, vous êtes à près de 40%. 40%. C'est absolument déterminant. Donc il y a des circonscriptions qui sont ingagnables pour le Rassemblement National ou presque, mais dans la plupart des cas, vous avez... et en face, il faudrait que, si c'était un simple affrontement gauche-droite, comme dans les années 70, vous faites 40%, François Mitterrand avait fait 43%, je crois, au premier tour de 74, il était presque sûr d'être battu, parce qu'en face, les gens étaient à peu près unifiés. Aujourd'hui, quand vous êtes à 40% et que le paysage politique est totalement émietté, ce qui est peut-être la trace d'ailleurs des clivages de la société française elle-même, eh bien, vous avez un mal fou à provoquer une coalition. Sauf si le ressort de la peur, du vote négatif est puissant. Il a été, comme je le disais tout à l'heure, en 2017, moins en 2022, et presque pas du tout aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, la dédiabolisation, la normalisation du Rassemblement National fait que constituer une coalition de second tour sur un argument strictement négatif ne peut pas fonctionner. Donc en fait, tout est ouvert. Enfin, je crois que les chances semaines est ouvert. Ouais. Je pense que le RN peut pas très facilement, n'exagérons rien, mais que le RN peut avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ah, c'est possible. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez dit vous-même, non seulement. Alors la carte, vous avez dit, quand vous dites 94% des communes, la liste Bardella est arrivée en tête. Elle est arrivée en tête, mais c'est comme si elle arrivait en tête au premier tour. Ça veut dire que grosso modo, elle a fait 33-34%. Absolument. Moi, j'ai en tête autre chose. À la présidentielle, au second tour, Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour dans 18 000 communes sur 35 000. Ouais. Et ça a dû encore s'étendre. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui d'une majorité absolue. Ça se fera pas uniquement par un vote d'adhésion, ça sera aussi par l'impossibilité pour un certain nombre d'électeurs de droite pour voter pour un candidat de gauche, de gauche pour un candidat de droite, des deux pour Macron et des électeurs macronistes pour les deux autres. Donc c'est cette fracturation, cette espèce de course à l'abîme qui a été ces 2 années de second quinquennat Macron sont aujourd'hui payés très durement par la Macronie. Un rejet de Macron très 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 fort, en tout cas d'une certaine partie de la population. Mais il n'a jamais rien concédé, il n'a jamais rien négocié. Moi j'ai toujours été frappé par la manière dont ça avait été mené, la réforme des retraites. Ça y avait quand même des millions de gens qui étaient là-dessus. Il n'a pas cherché le moindre accord avec la CFDT qui n'était pas impossible à convaincre. Et donc cette espèce de radicalité macronienne se retourne aujourd'hui contre lui. N'oubliez pas, c'était pas j'emmerde les non-vaccinés, mais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Oui, c'est envie qui est intéressant. Et on précise aussi que tous les textes en cours sont caducs, du coup sont remis. Notamment on pense au texte sur la fin de vie avec cette dissolution. On a Dust, André, qui nous appelle depuis Héran, 0826 300 300. Bonjour Dust. Bonjour Dust. Bonjour Sud Radio, bonjour André, bonjour à votre invité. Alors j'avais 2 petites questions. D'abord je voudrais remonter sur la dissolution de Jacques Chirac. On l'a bien fait passer pour Gentil Benet à l'époque. Mais quelques temps après, Lionel Jospin s'est fait dézinguer aux élections. Donc ça quand même c'était un joli coup parce qu'il était en difficulté, effectivement il avait la majorité, c'est pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux présidentielles suivantes, la gauche elle a dégagé. Oui, et ça c'est... J'aimerais bien qu'on m'explique, c'est comment quand l'extrême droite cristallise la colère du peuple français, ce que je peux comprendre parce qu'elle a dit quand même elle est forcément faible, comment on peut espérer avoir du social dans un mouvement politique où il y a droite dans le mot? Parce que l'extrême droite c'est droite. Et quand même, vous pensez qu'il n'y a pas de social dans la droite? Oui. Allez-y, Jérôme Sainte-Marie vous répond. Je rappellerai quand même que si on fait un peu d'histoire, toutes les grandes conquêtes sociales et même sociétales d'ailleurs, de l'après-guerre, ont été faites sous des gouvernements qui étaient généralement de droite. Vous savez, la période où la France a été la plus égalitariste en termes de revenus et de patrimoine, c'était sous Giscard d'Estaing. Alors c'était lié aussi à la pression sociale, etc. Et inversement, c'est lorsque la gauche arrive au pouvoir, sous Mitterrand, à partir de 83-84, que les écarts de revenus, de patrimoine s'accroissent. Et voilà, donc vous savez, il n'y a pas... Jérôme Sainte-Marie, on peut vous rétorquer le Front Populaire quand même, hein, qui a duré un an. Fait pas mal. Oui,
qui a duré 1 an dans des circonstances très particulières, mais dont les éléments ont fini par se diviser assez durement, si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous avez une force. À l'époque, il y avait un mouvement syndical puissant, c'était ça qui était déterminant, en fait. Vous avez un mouvement ouvrier puissant, vous aviez une pression qui s'exerçait sur tous les gouvernements, et quand c'était la droite qui était au pouvoir, ça s'exerçait. Et puis, il y avait aussi une démarche de croissance à tout niveau. C'était le gaullisme, en quelque sorte. C'était pas réductible à la gauche et à la droite. Je crois que c'est un peu la proposition du Rassemblement national aujourd'hui de devenir le parti de la production. C'est pas un parti de gauche, contrairement à ce que disait Zemmour, mais et c'est pas en réalité non plus un parti de droite. C'est un parti qui s'est opposé à la réforme des retraites, par exemple. Non, c'est le parti de la production, et surtout ces considérations-là, si vous voulez, aujourd'hui pour les Français, sont devenues assez secondaires. Sinon, d'ailleurs, la gauche serait au pouvoir. Sont devenues assez secondaires par rapport à cette impression d'effondrement, de délitement du pays. Et c'est une impression qui est quand même validée par des chiffres du commerce extérieur, de la dette publique ou du classement scolaire dans les classements internationaux. Et je dirais aussi cette espèce de désaffection, de ne pas savoir où on est, perte de repères culturels, perte de repères économiques et compagnie. On le voit. C'est-à-dire les Français, beaucoup de Français ne savent plus où ils habitent pour des raisons. Bien sûr, mais cette dimension culturelle, je la mentionnais pas, mais elle est évidente. Elle est plus difficile à quantifier, si vous voulez, par rapport à d'autres indicateurs. Mais elle existe. Nous avons Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan dans le Var. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Sainte-Marie. Bonjour. Écoutez, je fais partie des personnes qui sont heureux que Macron ait pris cette fessée en parlant du Guéron, parce qu'on en aura le bol de tous ces gens, de toute cette arrogance, de tous ces donneurs de leçons. Il y a, et autant que de Sandrine Rousseau et autres, les gens qui votent pour M. Macron, pour Mme Le Pen ou même M. Zemmour, ne sont pas d'extrême droite, comme on veut bien le dire. Ce sont des ouvriers, ce sont des agriculteurs, des artisans, des commerçants qui se lèvent tous les jours pour travailler, qui font tourner le pays, qui payent leurs impôts, qui payent les PV d'excès de vitesse et ainsi de suite, et qui en aura le bol. Et qui n'ont pas envie que leurs enfants dans la rue, chaque fois qu'ils sortent dans une tête, risquent de prendre un coup de couteau au cours d'une bagarre ou ce genre de choses aussi, vous voyez. Oui. Donc, et toute cette arrogance macroniste, je les entendais encore hier soir. Au lieu de faire un peu profil bas, de dire peut-être que voilà, on n'a pas eu raison de ne pas écouter, ils ne parlent que par le mépris. Voilà. Et je pense que la majorité de Français d'un côté parti en ont assez de ce mépris. Tout cela suffit. Par contre, je suis inquiet de la suite des événements. Quand j'entends des gens de la France insoumise, quand j'entends Sandrine Rousseau, je me demande comment ça va se passer lorsque Marine Le Pen aura la majorité. Parce que je pense que ça va très mal tourner, cette histoire, parce que ces gens ne sont plus républicains. Ce n'est pas, comme veut le dire Macron ou la Macronie, Marine Le Pen, qui n'est pas dans l'arc républicain. C'est uniquement la France insoumise, Sandrine Rousseau et tout ce genre de personnages. Ok, voilà. Jean-Paul. Non, c'est très clair ce que vous avez dit. Jérôme Sainte-Marie, justement. Moi, je voudrais remercier l'auditeur. Je pense que c'est vraiment, je ne pourrais pas être davantage d'accord, je crois. C'est effectivement ce à quoi on assiste, c'est une force de révolte des gens ordinaires, vous savez, les gens qui effectivement dans les vraies classes moyennes, c'est-à-dire les gens qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent, qui sont actifs, qui payent des impôts, qui sont effectivement qui ont l'impression d'être particulièrement surveillés et punis. Et c'est ces gens qui tiennent le pays, c'est ces gens qu'on a vus, auxquels on a rendu hommage, même Emmanuel Macron leur a rendu hommage, mais ça s'est pas beaucoup traduit dans les actes lors de la crise du Covid et du confinement. C'est les gens qui ont été réprimés férocement au moment des Gilets jaunes, et c'est des gens qui sont stigmatisés en permanence pour leur manque de lucidité présumée, etc. Ces gens-là en peuvent plus, et ils se heurtent effectivement à une barrière de mépris. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et justement, et j'en finirai par là, en cas de victoire du Rassemblement national aux législatives, je crois, la formule peut paraître provocatrice, mais elle est sincèrement exprimée, qu'il y aura une forme d'état de grâce. Vous savez, comme l'état de grâce qui avait suivi l'élection de 1981, il y aura une forme d'état de grâce dans le pays, de ces catégories immenses de gens utiles, de gens dévoués, etc. C'est
L'homme ordinaire, décrit par George Orwell ou par le philosophe Jean-Claude Michéa. La décence commune. La décence commune, absolument. Ouais. Ces gens-là se sentiront enfin reconnus et par une forme de brèche historique accéderont au premier plan. Je reprends là les mots de François Mitterrand en mai 81 quand il monte au Panthéon. Il évoque cela. Le paradoxe et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui porte ses aspirations. Encore faut-il savoir si le Rassemblement national sera à la hauteur, effectivement, de ces attentes-là. C'est une autre question, effectivement. On va marquer une petite pause sur Sud Radio. On revient dans un instant, toujours avec Jérôme Sainte-Marie. Et puis après, on va enchaîner avec les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Comme l'a dit un tweetos, au fond, si on regarde bien les résultats des élections d'hier, les parents bourgeois, ils ont voté Macron, Hayet et Bellamy. Macron, Hayet, bien sûr, et Bellamy. Les enfants votaient entre Marion et Mélenchon. Les banlieues, les quartiers dits sensibles ont voté la France insoumise. Et puis, les salariés, etc., faut bien dire, ont voté en majorité, les salariés, employés, ouvriers, etc., ont vraiment voté Jordan Bardella. Et moi, Jérôme Sainte-Marie, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est, je ne dis pas nostalgie, mais on pense au moment, il y a de ça quand même quelques décennies, où le Parti communiste représentant la classe ouvrière faisait presque 35%, voire plus des voix. Il y a longtemps, ça, quand même. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on était déjà nés, vous et moi. Hein? Non, enfin, vous, à peine moi, oui. Mais quand même, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que ce soit le Rassemblement national, considéré comme fasciste à la droite d'Adolf Hitler pendant des décennies, du temps de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, draine la majorité des voix ouvrières, salariées, classe moyenne, vous l'avez dit. Mais cette espèce de passage, quand même, excusez-moi, même quelques décennies, c'est pas grand-chose. Oui, c'est quand même très différent parce que le Parti communiste avait un projet de transformation sociale radicale et faisait de la classe ouvrière l'acteur de l'histoire. Le RN, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, il prend en compte les souffrances sociales et l'utilité sociale des différents groupes, mais il n'est pas dans ce projet de transformation radicale, etc. C'est pas un parti égalitariste, c'est pas du tout la vision. Si on fait une comparaison historique, je crois qu'on est beaucoup plus proche de ce qu'a été juste après la guerre le RPF. Et ensuite l'UDR ou l'UNR, après 58, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, qu'il récupère aussitôt de larges parts du monde ouvrier, 20% je crois, qu'il prend directement au Parti communiste, et pour une grande union où effectivement les actifs sont majoritaires, un grand rassemblement fondé sur un projet nationaliste, mais quand on veut l'unité et la grandeur de la nation, on est obligé de prendre en compte également les objectifs de justice sociale. Merci Jérôme Sainte-Marie. Voilà, on a décortiqué un peu, on a autopsié ces élections, et puis le reste, on verra comment ça se passait aux législatives. On va suivre tout cela avec vous aussi.